Bienvenue sur cette quatrième vidéo d'une aventure de dev. Mon nom est Arnaud et mon projet informatique s'appelle Genetrix. Il adosse une ontologie à un système de gestion, locution que je préfère à progiciel de gestion intégrée. Aujourd'hui, je vous propose de continuer la découverte des concepts du framework de Genetrix et de voir comment il s'exprime dans l'ontologie. J'ai essayé d'arranger ça pour que le plus grand nombre puisse l'appréhender sans avoir vu les vidéos précédentes. Mais je vous recommanderais quand même de les regarder avant. Alors, voici le plan de l'exposé. Mais c'est pourtant clair. Comprenez la difficulté de l'exercice, les concepts sont loin d'être indépendants entre eux, et pourtant il faut réussir à les exposer dans un support de présentation linéaire en essayant de n'amener pas plus d'une idée par diapositive. Challenge accepté. Chaque rectangle ici correspond à une diapositive. Les traits représentent des relations entre les concepts présentés, mais pas du tout un sens de présentation. On va faire des sauts de ci, de là, pour essayer d'amener les choses en douceur. Deux petites remarques. Ce schéma est loin d'être exhaustif. Le but n'est pas de vous amener une connaissance complète de Genetrix, mais de vous donner une idée de comment ça marche. N'essayez pas de donner trop de sens aux couleurs dans la suite du support. Si database est en bleu et contologie est en vert, il y aura d'autres choses dans les mêmes couleurs sans qu'il y ait un lien direct avec. Au début était la transaction. Genetrix est un portail web. On s'y connecte depuis un navigateur qui envoie une requête à travers l'Internet jusqu'à lui qui tourne sur un serveur distant hébergé quelque part. Genetrix interroge alors sa base de données par l'intermédiaire d'un SGBD, système de gestion de base de données, et renvoie une réponse qui s'affiche dans le navigateur de l'utilisateur. C'est cet aller-retour, requête-réponse, qu'on appelle une transaction. Parlons un petit peu de technologie, il n'y en aura pas beaucoup dans cette vidéo, mais ça pourrait éclairer certains. Votre navigateur, c'est probablement Chrome, Edge, Safari ou Firefox. Il tourne sur un PC sous Linux ou Windows, ou un Mac sous iOS, ou encore un appareil mobile sous Android ou un autre système d'exploitation. Les requêtes envoyées seront des requêtes HTTPS, le S étant pour Secure. C'est-à-dire que les échanges sont chiffrés, c'est un standard aujourd'hui. À date, on ne gère pas d'autres protocoles que HTTPS. On utilise extensivement Ajax. Si Ajax ne vous évoque qu'un héros de la mythologie grecque ou un produit d'entretien, ce n'est pas grave, on n'y reviendra pas par la suite. Genetrix est écrit en PHP procédural, pas de POO. PHP est un langage sorti en 1995 et largement utilisé dans le monde web. Lorsque la requête est reçue par le serveur web, Apache en général, celui-ci passe la main à son module PHP qui va se charger d'exécuter le code de Genetrix. Genetrix va faire son boulot, on va voir plus loin, et pour ça, il va à coup sûr accéder à sa base de données via le SGBD, qui aujourd'hui est MariaDB ou MySQL, en lui envoyant des requêtes écrites en SQL, Structured Query Language, encore un standard. Dernier langage utilisé sur le serveur, Flynn. Flynn est un langage que j'ai développé pour ce projet et qui permet d'interagir avec l'ontologie et le système de gestion. Ce support sera parsemé de courtes déclarations en Flynn. La réponse envoyée au navigateur peut être dans différents langages. HTML décrit le contenu qui sera affiché à l'écran par le navigateur. CSS, c'est la feuille de style qui explique au navigateur comment il doit afficher le contenu, les couleurs, la taille des polices de caractères dans le titre, etc. JavaScript est utilisé pour gérer le comportement du site. Que se passe-t-il quand l'utilisateur clique là? Chaque jour voit la naissance d'un nouveau framework JavaScript. On n'en utilise aucun, c'est du JavaScript vanille. XML encapsule les réponses Ajax. Mais c'est un alexandrin, je vous le refais. XML encapsule les réponses Ajax. Pour finir, dans le code PHP de Genetrix, les données de la transaction sont stockées bien rangées dans un tableau associatif nommé $transac. L'utilisateur va probablement, on l'espère, enchaîner toute une série de transactions avec Genetrix. Cet enchaînement est nommé dialogue. Le dialogue conserve certaines informations sur les pages qu'on vient d'afficher ou les préférences d'utilisateur. Lorsque la personne derrière le clavier se connecte avec son identifiant mot de passe,
ou qu'il se déconnecte, l'utilisateur change du point de vue de Genetrix et donc un nouveau dialogue commence. À l'instar de la transaction, dans le code PHP de Genetrix, les données du dialogue sont stockées dans un tableau associatif nommé $dialogue. La configuration, c'est l'ensemble du paramétrage nécessaire au fonctionnement de Genetrix. Paramétrage au sens large. Je vous propose cette approche par responsabilité. Les paramètres d'installation, généralement sous la responsabilité de l'équipe de production, s'il y en a une, sont stockés dans des fichiers .ini sur le serveur. Exemple, le nom de la base de données. Les paramètres métiers, sous la responsabilité des utilisateurs, sont stockés dans des tables de paramétrage de Genetrix nommées ptables. Exemple en vrac, les menus, les natures de tickets, les accordages de guitare, etc. Les paramètres de développement, sous la responsabilité des développeurs, définissent comment Genetrix fonctionne. C'est dans l'ontologie que ça se passe. Si vous avez vu les 2 premières vidéos de la série, vous avez déjà une idée de ce que c'est, sinon on revient dessus un peu plus loin. La configuration, c'est la mémoire à long terme, les choses qui ne changent pas souvent. Et, à chaque fois est une coutume, dans le code PHP de Genetrix, les données de la configuration sont stockées dans un tableau associatif nommé $config. Une transaction est découpée en 5 ou 6 tâches successives qui vont traiter la requête de l'utilisateur et renvoyer une réponse. Une tâche est une unité de traitement et peut éventuellement appeler des sous-tâches. Si l'utilisateur a déjà consulté le site il y a peu, il y a normalement inclus dans la requête un cookie qui sert d'identifiant de session et permet de savoir à quel dialogue rattacher la transaction. Le cookie sera oublié au bout d'un certain temps, c'est paramétrable, auquel cas le dialogue est perdu et c'est un nouveau dialogue qui commence. La requête doit contenir les données nécessaires aux tâches AF dans tous les cas, MAJ si elle est demandée, et R éventuellement si MAJ est présente. On va détailler toutes ces tâches à la diapositive suivante. La première tâche conf initialise la transaction et charge la configuration, enfin juste le minimum nécessaire. La seconde tâche dial vérifie si l'utilisateur a renvoyé le cookie qu'il identifie et reprend le dialogue où on commence un nouveau s'il y a un problème. La troisième tâche URL analyse la requête qui a été envoyée par l'utilisateur pour savoir ce qui a été demandé et ici ça a du sens. Si on fait un peu d'anthropomorphisme, ces 3 premières tâches, c'est Genetrix qui se réveille et se dit « Qui suis-je ? Qui es-tu ? Que me veux-tu ?» Ensuite vient le cœur du traitement. La tâche MAJ, pour mise à jour, facultative, correspond à un traitement qui habituellement modifie quelque chose en base de données, par exemple l'ajout d'un commentaire dans le forum, mais pas toujours. Contre-exemple, la génération de code. La tâche AF, pour affichage, est obligatoire. C'est elle qui produit les données qui seront affichées dans le navigateur de l'utilisateur. Dans le cas où la tâche MAJ a été exécutée et c'est mal terminé, la tâche R sera exécutée à la place de la tâche AF. La tâche R est donc une tâche d'affichage alternative en cas d'erreur. Finalement, la tâche rendue va préparer la réponse à envoyer à l'utilisateur en enrobant comme il faut ce qui a été restitué par la tâche AF ou R. Selon le cas, si c'est un affichage complet de la page, on va rajouter le titre, le menu, la barre d'onglet, etc. Si c'est un fichier à télécharger, on va juste rajouter les entêtes idoine. Si c'est une requête Ajax, vous le savez déjà, on va l'encapsuler dans du XML. Et il y a d'autres cas. Allez, on fait un saut du gris dans le jaune pour parler des entités. Dans le modèle de Genetrix, une entité est un objet métier. Définition de Wikipédia, un objet métier est un concept ou une abstraction ayant un sens pour des acteurs d'une organisation, par exemple une entreprise. Les exemples donnés ici concernent la gestion d'un forum avec des entités news, sections, sujets, commentaires et pièces jointes. Les sujets sont rattachés à des sections. Commentaires et pièces jointes peuvent être rattachés aux news, sections, sujets et même à d'autres entités en dehors du forum. La gestion des utilisateurs avec des entités user, group, permission et des liens user group et group permission qui sont aussi des entités. Une petite parenthèse, toutes les entités ne sont pas accessibles à tous les utilisateurs. Par exemple, group, user group, permission, group permission
ne sont accessibles qu'à un administrateur sécurité. La gestion des autorisations est en dehors du périmètre de cette présentation. L'utilisateur peut interagir avec ces entités à travers l'interface en exécutant des actions repérées par un code action. La convention est la suivante, cas particulier à voir plus tard. En français, en minuscule, pour les actions de mise à jour, les MAJ, un verbe à la troisième personne du singulier du présent de l'indicatif, par exemple crée, modifie, ferme. Pour les actions d'affichage, les AF, un nom au singulier, par exemple liste. Sauf si c'est une action d'affichage préalable à une action de mise à jour. Le cas typique est l'affichage d'un formulaire de saisie avant la création d'une entité, auquel cas le code action est le même pour affichage et mise à jour. Le couple entité-code action n'est donc pas suffisant pour identifier clairement l'action. Il faut rajouter le type d'action AF ou MAJ. Une action est donc identifiée par un triplet entité, type d'action, code action, tel que section.af.cray ou section.maj.cray. Le travail de la tâche MAJ d'une transaction est d'exécuter une action de type MAJ, et le travail des tâches AF et R est d'exécuter une action de type AF. Je crois qu'à ce stade, vous vous en doutiez. Un petit tour dans le vert pour signaler que les codes utilisés pour désigner les entités, les codes actions ou les types d'actions, et tout ce que nous n'avons pas encore vu, ces codes sont nommés terminaux. Les terminaux sont choisis pour avoir un sens pour les humains, mais non pas de contenu sémantique univoque pour la machine quand ils sont isolés. Comme pour les actions des entités, c'est assemblé qu'ils ont du sens. Sur les actions des entités, on a groupé les terminaux par 3 et on va généraliser ça. Dans le modèle de Génétrix, on va nommer lien un triplet composé d'un nœud, d'une relation et d'un nœud lié auquel on rajoute un attribut état, parce que c'est pratique. Dans le cas des actions, l'état est le terminal conf. Dans la suite de cette présentation, on oubliera souvent l'état car il peut être positionné par défaut et n'est pas pertinent pour les explications. Le lien est une entité avec ses actions AF et MAJ, en général réservées aux développeurs en environnement de dev, car on se sert de Génétrix pour développer Génétrix. Mais les éléments du lien, nœud, relation, nœud lié et état, ne sont pas forcément des terminaux. Il peut s'agir aussi d'instances d'entités et donc de liens. On peut donc composer les liens entre eux. Si ça vous paraît obscur, ça devrait s'éclaircir un peu plus loin. Il est temps de parler l'ontologie. Si vous avez visionné la vidéo Une présentation, vous savez déjà de quoi il s'agit. L'ontologie est une description formelle de Génétrix composée d'un ensemble de liens. Idéalement, toute la connaissance nécessaire pour implémenter Génétrix se trouverait dans l'ontologie. On en est loin, mais il y a quand même aujourd'hui suffisamment d'informations pour générer 80% du code des entités. J'ai découvert le 14 décembre 2025 que la structure retenue pour l'ontologie de Génétrix se nommait métagraphe, de par le fait de pouvoir utiliser des liens comme nœuds dans d'autres liens. Et je n'ai pas trouvé de page Wikipédia pour m'en assurer. Petite discussion sur la convention de nommage retenue pour l'élément relation des liens. Au début, il n'y en avait pas. Les relations s'appelaient A pour chose ou et chose de. Je trouvais ça lourd et inexact, d'autant que dans ce modèle d'ontologie, crée n'est pas le symbole de l'action MAJ de section, c'est juste un terminal. Le symbole de l'action, c'est tout le lien. J'ai décidé d'inverser le sens des relations et chose de pour qu'elles soient toutes dans le sens A pour et supprimer le préfixe A pour, ce qui m'a amené à la convention la relation est ce que représente le lien pour le nœud. Section MAJ crée est une action de MAJ de section. À chaque fois que j'ai besoin de nommer une nouvelle relation dans l'ontologie, je me réfère à cette convention fondamentale, même si elle n'est pas suffisante. On verra ça dans une prochaine présentation. À partir de maintenant, nous allons nous simplifier la vie en écrivant les liens tels qu'en langage Flynn. La première fonction du langage Flynn est de déclarer les liens pour peupler l'ontologie. À ce stade, déclarer un lien est très simple. Il suffit de mettre un point entre le nœud, relation et nœud lié. Voici ce que ça donne pour la déclaration de 4 actions de l'entité user. user.af.cray, affichage d'un formulaire de création, user.maj.cray,
mise à jour par création du user, et j'introduis deux nouvelles relations pour être exhaustif sur les types d'actions des entités, user.pst.create, PST pour post, pour l'affichage d'une page d'information suite à la création du user. Petite parenthèse, en général, après une mise à jour, on rafraîchit simplement l'écran courant, ce qui dans certains cas ne donne pas une expérience utilisateur satisfaisante. On a besoin d'afficher une page info avant de poursuivre la navigation. C'est l'objet du type d'action PST. User.srv.verify, SRV pour service, c'est un type d'action qui ne peut pas être demandé directement par l'utilisateur. Une action SRV est incluse dans d'autres actions Mage. Maintenant que nous avons une notation sympathique pour nommer les actions, grâce à Flynn, et que nous avons vu les 4 types d'actions actuellement dans le modèle, illustrons la notion de dialogue par un exemple concret qui présente l'enchaînement des transactions pour la création d'un utilisateur. L'utilisateur connecté clique sur le lien « Liste des utilisateurs » présent dans le menu « Sécurité ». Première transaction, une seule tâche, AF, qui affiche la liste des utilisateurs. Après avoir vérifié que l'utilisateur qui cherche n'existe pas déjà, l'utilisateur connecté clique sur le bouton « Créer ». Deuxième transaction, une seule tâche, AF, qui affiche le formulaire de saisie pour la création d'un utilisateur. L'utilisateur saisit toutes les informations nécessaires et clique sur le bouton « Envoyer ». Le navigateur envoie alors une requête au serveur avec toutes les saisies, plus les actions effectuées, qui sont incluses dans le formulaire de manière transparente pour l'utilisateur. Troisième transaction, 3 tâches, dont 2 alternatives. User.mage.create à la tâche Mage, qui appellera le service user.srv.verify. Ensuite, user.av.create à la tâche R pour réafficher le formulaire si la tâche Mage est en erreur. User.pst.create à la tâche AF pour afficher une page d'information dédiée post-création du user. Maintenant, quelques remarques sur cet exemple. La liste des utilisateurs n'est accessible qu'aux administrateurs sécurité. Donc dans cet exemple, on suppose que c'en est un. En fait, une liste des utilisateurs, c'est pratique quand il y en a très peu. Depuis, j'ai mis en place 2 actions AF qui s'enchaînent, filtre et sélection, pour afficher seulement une partie des utilisateurs. La post-crée n'est vraiment utile que pour un utilisateur non connecté qui se crée un compte, si c'est autorisé. Pour un admin, c'est une perte de temps, autant réafficher directement la liste, ce qu'on fait. Donc cet exemple ne correspond pas à un enchaînement réel aujourd'hui, mais reste quand même didactique. Allez, on fait encore un saut du gris dans le jaune pour reparler des entités. Dans l'ontologie de Génétrix, les entités ne sont pas isolées, elles sont regroupées en modules. Pour reprendre les exemples de la diapositive 9, les entités pour la gestion d'un forum sont dans le module Mohana et les entités pour la gestion des utilisateurs sont dans le module Yuri. Et j'ajoute que les entités pour l'ontologie de Génétrix sont dans le module Betty. Par convention, les noms de modules sont des prénoms de 5 caractères, de genre et d'origine variés, et aussi d'initiales variées tant qu'il y en aura moins de 26. Un jour, j'en ai eu marre de chercher le nom judicieux à chaque nouveau module, et j'ai fixé cette règle qui décorrèle le nom du module de son contenu, et je ne regrette pas. Les modules ne contiennent pas que des entités, mais aussi tout ce qui leur est nécessaire. On va voir un peu dans la suite. Voici un court extrait du fichier Flynn qui déclare les éléments du module Yuri dans l'ontologie de Génétrix. La première ligne déclare Yuri comme un module de site. Les 3 lignes en dessous déclarent les entités, champs et actions du module Yuri. Remarquez la notation Flynn entre accolades plus virgule pour indiquer une liste de valeurs à la place du nœudier. Je pense que c'est assez intuitif, il y a distributivité de la liste sur le lien et on va créer les liens Yuri entité user, Yuri entité groupe, Yuri entité permission, etc. Les champs et actions sont déclarés au niveau du module et ensuite utilisés par les entités. Les propriétés d'un champ, par exemple longueur, format, intitulé en langage naturel, seront les mêmes pour toutes les entités du module qui l'utilisent. De même pour les quelques propriétés des actions.
En revanche, le code PHP associé par exemple aux actions détail des entités est lui différent à chaque fois. Petite digression à partir du nom du fichier yuri.ins.configure.flin. L'extension .flin est relative au langage Flin, ça va de soi. Yuri.ins.configure a le format d'un lien écrit en Flin, ce qui est le cas de quasiment tous les noms des fichiers de Genetrix. La relation inst est un type d'action qui s'applique au module. Les actions inst, comme configure, et il y en a d'autres, sont exécutées à l'installation de Genetrix par une entité nommée installateur. Il est temps de regarder tout en bas de l'architecture la base de données. Pour les personnes qui ignoreraient tout du sujet, disons que c'est là que les données persistent, c'est-à-dire sont durablement enregistrées. Genetrix utilise une base de données relationnelle composée de différentes tables qui contiennent des données structurées, comme des tableaux. En général, à une entité de l'ontologie correspond une table de la base de données. Le nom de la table est composé du nom du module de l'entité suivi d'un underscore et du nom de l'entité. La même base de données contient les tables de toutes les entités. Celles de l'ontologie, terminal, lien et séquence, dont je ne parle pas dans ce support car ça n'apporte rien au sujet. Celles des entités du système de gestion, c'est-à-dire toutes les autres entités. Au tout début de la transaction, à la tâche conf, Genetrix se connecte au SGBD pour pouvoir par la suite exécuter des requêtes SQL sur la base. Pour se connecter, Genetrix a besoin de connaître l'adresse du serveur, le nom de la base, le user mot de passe. Ces informations sont paramétrées dans le fichier site.conf.transaction.ini. Le format ini utilisé par ce fichier est un standard. Il permet de rassembler dans une section, ici DB, une liste de couples clé égale valeur. Avant de voir la déclaration d'une entité en base de données, regardons la déclaration d'une entité dans l'ontologie. Prenons l'exemple de l'entité section du module Moana. Dans le fichier moana-inst-configure, on trouve, pour ce qui nous concerne maintenant, au niveau du module, la déclaration des champs, déjà vu, la déclaration de la forme de chaque champ. La forme dans le modèle de Genetrix, c'est le type d'un littéral, un nombre entier, un nombre réel, une date, et pour les chaînes de caractères, on fait une distinction plutôt théorique entre mots, phrases et texte. La déclaration de la longueur maximum du champ, si absente, il y a une valeur par défaut. Remarquez l'usage d'un tiret pour répéter le terminal présent à la même place, syntaxiquement parlant, sur la ligne précédente. Au niveau de chaque entité, on trouve dans le fichier la déclaration des attributs de l'entité, qui doivent être des champs du module, la cardinalité de chaque entité, sans rentrer dans les détails des différentes valeurs possibles pour la cardinalité. 11 underscore 11 signifie que la section a un titre et un seul, et que celui-ci est obligatoire, et qu'une seule section peut avoir ce titre. On trouve la déclaration des index. Pour améliorer les performances des requêtes SQL exécutées sur les tables de la base, il est d'usage de créer des index. Ici, on déclare l'index nommé titre, ayant une seule colonne, titre aussi. On précise que cet index est de type unique. On trouve enfin la déclaration des QTab. Dans le code PHP de Genetrix, les QTab, pour Query Tableau, sont des structures de travail pour générer les requêtes SQL. Mais ça c'est dit en passant car les QTab ne sont pas présentes dans la base de données. Il y a encore plein d'autres déclarations sur les entités, mais cette présentation n'a pas pour objectif d'être exhaustive. Les entités qui ont un cycle de vie, c'est-à-dire qu'on peut créer, modifier, supprimer, sont stockées en base de données, dans une table dédiée, sauf l'exception qu'on voit à la diapositive suivante. Genetrix est doté d'une entité encodeur qui a pour but de générer le code exécutable de l'application à partir du contenu de l'ontologie. L'extrait du fichier moana-inst-install.sql montre ici le code SQL généré pour la création de la table de l'entité section dans la base de données de Genetrix. On y retrouve les colonnes titre et description déclarées dans l'ontologie, plus les colonnes ID entité et état qui sont implicites dans l'ontologie, mais toujours présentes dans les tables des entités. ID entité est un numéro d'identité qui va identifier de manière unique l'entité dans tout le système. On retrouve aussi l'index unique sur la colonne titre.
Comme les autres fichiers inst, celui est exécuté à l'installation de Genetrix. Il y a aussi des entités qui n'ont pas besoin de table dédiée, car elles sont stockées dans la table d'une autre entité. À date, c'est toujours dans la table des liens. C'est le cas par exemple des entités user group et groupe permission du module Yuri. On les a déjà évoqués plus tôt. Dans le fichier yuri.inst.configure, c'est signalé par la présence d'un lien mon entité.support.lien. Dans le fichier install, pas de déclaration pour ces entités. C'est dans la table betty_lien qu'on pourra trouver les entités user group et groupe permission, le nom de l'entité à la place de la relation du lien, le nœud et le nœud lié étant les deux autres entités qu'on relie. Les deux instructions flean avec des dollars sont des interrogations. Le dollar est le préfixe qui indique une variable en sortie, du point de vue de l'interpréteur. C'est-à-dire qu'elle va être alimentée lors de l'exécution de l'instruction. Le nom de la variable n'est pas significatif. Si on renomme la variable $toto, on a le même résultat. La première instruction va restituer la liste des ID des users et des groupes reliés par la relation userGroup à l'état V pour valide. La seconde, je vous laisse deviner. Un aperçu sommaire de l'organisation rudimentaire d'une tâche élémentaire. Ici pour une action mage. Dans le code PHP, on a vu en début de présentation qu'un tableau $transac est créé en mémoire pour accueillir toutes les données de la transaction. Ce tableau va lui-même contenir un sous-tableau pour chaque tâche qu'on accédera par la référence $tâche, qui à son tour contiendra 4 zones de travail. $reçu pour les données reçues de la tâche. En général, elles arrivent de la requête de l'utilisateur. $lu pour les données lues dans la base de données à l'aide des requêtes QTAB. $envo pour les données en sortie. $calc pour le reste. En général, une action de mage se termine par une requête SQL de mise à jour de l'entité dans la base de données. L'organisation d'une tâche pour une action AF est sensiblement identique, mais au lieu de mettre à jour la base, on va produire des vues sur les entités, à être affichées dans le navigateur de l'utilisateur. On voit tout de suite après un exemple concret. L'exemple est celui de l'action section.av.détail. Cette action affiche pour commencer la vue détail de la section demandée, puis les vues détail de tous les sujets de cette section. Enfin, s'il n'y a pas plus que la limite de pagination, 10 par exemple. Au-delà, on rajoute la liste des numéros de page cliquables pour que l'utilisateur puisse paginer. La présence de la liste des sujets dans cette action d'affichage est déclarée dans l'ontologie par un lien de relation vue-liste entre l'af détail de section et la vue détail de sujet. Cette relation est prise en compte par l'encodeur des actions af_détail pour la génération du code PHP de l'action. Il n'y a pas de lien déclaré pour relier l'af et la vue détail de section, car la présence de la vue détail sur l'af détail étant systématique, j'ai choisi de laisser le lien implicite, sans être tout à fait confortable avec ce choix. Est-ce que dans une ontologie, tout ne devrait pas être explicite? Sur la copie d'écran, remarquez quelques éléments en dehors des vues. Les libellés section, sujet de la section, le nombre de sujets et les actions de bas de page. Ceux-ci sont affichés directement par l'action AF. Faisons maintenant un zoom sur la vue détail de la section pour voir de quoi elle est constituée. Elle est constituée de balises. Les balises de la vue sont bien sûr déclarées dans l'ontologie. Dans l'extrait de code en bas, on reconnaît des attributs de l'entité, titre, description, plus quelques autres qu'on n'a pas vus, des codes actions de l'entité, modifie, ferme. Le reste sont des pures balises qui seront définies au niveau du module. Dans l'ontologie, à chaque champ, action ou balise est associée une règle qui va générer un petit bout de code PHP qui affichera un petit bout de la vue. Cette diapositive montre côte à côte deux vues de l'entité section. À gauche, la vue modifie qui est utilisée par les actions af, crée et modifie. À droite, la vue détail, la même que précédemment. On voit que la manière d'afficher un champ comme titre ou description ne sera pas la même si on affiche une donnée saisissable ou pas. Donc la règle de génération dépend du contexte. Le contexte, dans le cas d'une vue, je l'ai nommé projection. Pour les vues crée et modifie, la projection est modifie. Pour la vue détail, la projection est détail.
Pourquoi projection? Parce que le concept associé dans le modèle de Génétrix est l'écran, sur lequel on va projeter. L'écran, c'est une maquette fixe, composée de zones qui doivent être envoyées par la vue. Concrètement, l'écran est un petit fichier de code PHP qui arrange les zones envoyées dans du code HTML ou XML dans certains cas. Une entité peut définir ses propres écrans si elle a une spécificité, mais en général, ce sont les écrans définis par l'entité entité qui sont utilisés, ce qui permet d'avoir une présentation uniforme. Pour résumer, voici les relations qu'on retrouve sur la vue d'une entité dans l'ontologie. Projection, l'orientation générale des règles. Écran, la maquette de la vue. Balise, ce qu'on met dans la maquette. L'écran est en général identique à la projection, auquel cas on ne déclare pas le lien, il est implicite. Pour rappel, le tiret remplace le terminal à la même place syntaxiquement sur la ligne précédente. Une vue a quelques similitudes avec une action, et plus particulièrement avec une action mage. Sa structure en mémoire est quasiment identique et utilise les 4 tableaux $lu, $reçu, $calc et $envo. Les traitements spécifiques de l'action mage sont remplacés par les règles de projection des balises. La requête SQL de mage de la base de données est remplacée par un écran. Pour les différences, disons simplement qu'il existe un fichier de code PHP pour l'action mage, alors qu'il n'y en a pas pour la vue. Projection, écran et balise se retrouvent dans le fichier de configuration du module qui vient alimenter le tableau $config. Et le code PHP généré par les règles associées aux balises de chaque vue est mutualisé par module et projection. Mais l'organisation du code dans Génétrix est un sujet pour une prochaine fois. Voilà, cette découverte du framework de Génétrix, de son ontologie et des liens entre les deux touche à sa fin. En conclusion, le framework propose un modèle pour gérer les requêtes utilisateurs envoyées au système de gestion. L'ontologie permet à la fois de décrire les classes des objets métiers du système de gestion et de stocker les liens entre leurs instances. Les objectifs du projet Génétrix sont infinis, mais pour n'en citer que 2, je dirais que le premier est de générer le code de l'application, c'est déjà en grande partie le cas. Pour le second, qui est de générer la documentation en langage naturel, il reste encore des prérequis à développer dans le module de traitement automatique du langage. L'ontologie, de par sa structure formelle, peut permettre d'établir une équivalence entre l'application informatique et ses spécifications, ce qui est fréquemment un problème et un coût dans les organisations. Plus généralement, nombreux sont ceux qui voient l'ontologie comme une articulation entre le monde des machines et le monde des humains. La prochaine série de vidéos vous exposera le langage Flynn, justement destiné à interagir avec l'ontologie de Génétrix. N'hésitez pas à liker, à commenter et à faire suivre cette vidéo. Et à tout bientôt pour la suite de mon aventure de dev.